Vous d'accord avec nos quatre invités, nos quatre débatteurs ce matin. Je commence par vous, Mathias Leboeuf, bonjour. Bonjour. Journaliste et philosophe. On en a bien besoin de la philosophie par les temps qui courent. Avec nous également Charles Aloncle, soyez Bonjour. le bienvenu. Merci. Il a mis une cravate, Charles Aloncle. Mais toujours, à l'Assemblée, c'est fortement C'est recommandé. le bon dress code. Vous êtes député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Rappelez-nous, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est l'UDR aujourd'hui. L'UDR, c'est l'Union des droites pour la République, c'est le parti d'Éric Ciotti, donc les Républicains qui ont fait alliance avec Jordan Bardella. Avec Jordan Bardella. Avec nous également Jonas Haddad, bienvenue. Bonjour. Vous êtes, vous, avocat, vice-président de la très belle région Normandie, et vous êtes estampillé les Républicains, donc vous êtes un peu antagoniste avec votre voisin en face. Non, je ne vais pas lui faire. Je vais pas la signer pour utilisation de propriété intellectuelle, mais. En plus, on se connaît très bien avec Jonas. Voilà, on se connaît. Bon, n'hésitez pas à débattre quand même. Et avec nous également Benoît Perrin, vous dirigez la redoutable association des contribuables associés, c'est ça ? Exactement. Et on fait pression sur les élus pour une meilleure gestion de l'argent public. Il y a de quoi faire. Allez, les thèmes ce matin, ce seront les thèmes suivants. Ce matin, nous allons parler d'Émile, ce fait divers. On peut discuter à l'infini de cette façon de présenter les choses qui passionne tant les Français. Pourquoi ? Un sondage de l'IFOP sur les inquiétudes des Français. Vous verrez, on nous poserons la question, la cohésion sociale est-elle malmenée, est-elle en danger? Et ce préavis de grève Sudrail à la SNCF jusqu'en juin, faut-il interdire les grèves pendant les vacances scolaires? J'ai l'impression qu'on pose toujours la même question depuis à peu près 40 ans. C'est même antérieur à ma pratique du métier. Enfin, arrêtons d'emmerder les Français, a dit ce matin une personnalité sur notre antenne, le ministre Laurent Marcangeli. C'est parti, allez, on va peut-être démarrer avec, comme d'hab, les coups de cœur et aussi les coups de gueule. Je ne sais pas par qui je commence. Tiens, avec vous, Mathias Leboeuf, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, on va partir en Turquie. Pour les manifestations à Istanbul. C'est ça, pour la multitude de manifestants pacifiques à Istanbul. Alors, ces manifestants, ils manifestent tout simplement parce que Erdogan a fait arrêter Ekrem İmamoğlu, qui est le maire d'Istanbul, il y a 7 jours, et qui est son principal opposant politique. Qu'est-ce qu'on reproche au maire d'Istanbul ? On lui reproche, qu'est-ce que reproche Erdogan, en tout cas au maire d'Istanbul ? Il est accusé de corruption et puis de soutien à une organisation terroriste, en l'occurrence le PKK, qui est un parti autonomiste kurde. Alors, c'est ce qu'il lui reproche, c'est être un opposant et soutenir les Kurdes. C'est ça. Voilà. Et alors, on lui reproche un peu tout et n'importe quoi, et je pense que Erdogan a envie de l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles, notamment parce que un jour avant cette mise en garde à vue et cette détention donc abusive, figurez-vous que l'université d'Istanbul a invalidé le diplôme universitaire donc du maire. Il faut savoir que selon la loi turque, pour se présenter aux élections présidentielles, il faut justement un diplôme universitaire. Donc tout est fait pour l'empêcher. Et du coup, depuis 7 jours, il y a une mobilisation assez massive qui ne faiblit pas, qui s'organise autour de milliers ou de dizaines de milliers de manifestants qui sont principalement des étudiants. Et quand on regarde les vidéos, d'ailleurs, la plupart du temps, ils ont le visage masqué d'un foulard pour pas être reconnus par la police. Et puis ces étudiants sont peu à peu accompagnés de gens plus âgés. On voit aussi des personnes âgées qui manifestent, alors notamment devant l'hôtel de ville d'Istanbul, mais il y a aussi des manifestations à Ankara et le mouvement continue à enfler. Faut savoir que 1400 manifestants ont été arrêtés, dont 7 journalistes, et notamment un journaliste de l'AFP, Yassine Akgül, qui est en détention provisoire. Donc c'est une situation qui, pour l'instant, reste
contrôlé pacifiquement, mais qui pourrait éventuellement dégénérer. Et je trouve, pour le coup, qu'on n'entend pas beaucoup la voix des officiels français sur cette question. Et je pense que ça serait peut-être bien qu'il y ait une voix officielle qui soutienne ces manifestants dans leur quête de démocratie. Avec un président turc mis en difficulté, ce qui pour lui est assez inédit. Déjà que sa réélection a été un peu compliquée, du moins au départ. Voilà, on peut matérialiser une vraie contestation. Il y a eu le tremblement de terre qui a été une déstabilisation pour lui aussi, mais pour cause. Et là maintenant, il y a ces manifestations. Donc c'est Reste à savoir s'il y aura un printemps turc. S'il y aura un printemps turc. Jonas Haddad, avec vous, coup de cœur, cette fois c'est pour la mobilisation en faveur de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Oui, tout à fait. Hier, on a vécu un moment quasiment d'unité nationale, sauf, comme d'habitude, l'absence de la gauche, puisque devant le parvis de l'Assemblée nationale étaient rassemblés à la fois le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, des députés de tous les groupes, je dirais, de la droite au sens large du terme, incluant même jusqu'à La République En Marche, pour un monsieur qui en réalité n'a qu'une faute, c'est de déplaire au régime algérien qui se comporte de façon dictatoriale avec lui. Je rappelle à nos auditeurs que dans un procès qui a été bâclé, on a requis 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal, qui bien évidemment est un ressortissant algérien, mais qui est aussi un de nos compatriotes. Donc je fais un appel très fort à ce que tout le monde se mobilise pour lui, parce qu'on ne peut pas laisser un Français dans une geôle, dans un pays qui passe son temps à nous insulter. Je rappelle aussi que M. Boualem Sansal a été mis en cause, bien évidemment, pour ses prises de position concernant l'Algérie, mais jusqu'à son avocat à qui on a reproché sa religion. François Imré est de confession juive, en tout cas il le revendique comme cela. Et le régime algérien a fait comprendre à M. Sansal qu'il n'était pas pertinent d'avoir un avocat de confession juive. Où est la gauche ? Eux qui sont tellement prompts à faire des manifestations, des grandes banderoles, évidemment, ils sont totalement absents de cette mobilisation. Et ils vont même jusqu'à dire que la droite essaye d'instrumentaliser ce sujet. Je pense qu'il faudra avoir une unité nationale. On l'a eu pour d'autres otages. Quand il s'agit d'Ingrid Betancourt, quand il s'agit de tous ces gens qui ont été détenus pendant des années et des années, et là, bien évidemment, certains se couchent et se cachent. Donc, nous, on en appelle à la mobilisation générale pour faire en sorte de libérer cet écrivain qui était aussi un homme vieux et qui est détenu par le régime algérien. Allez, je vous ferai réagir sur ce plateau dans quelques instants, sur ce que vient de dire Jonas Haddad, ce coup de cœur pour la mobilisation en faveur de Boualem Sansal. On se retrouve dans un petit moment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Je vais vous faire réagir tous les quatre, Mathias Leboeuf, Charles Aloncle, Benoît Perrin, à ce que vient au coup de cœur de Jonas Haddad pour cette mobilisation en faveur de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Je commence par vous, Charles Aloncle. Est-ce que vous estimez qu'on en fait assez ? Non, bien sûr que non, et je rejoins totalement les propos de Jonas Haddad. Tant que cette personne qui est aujourd'hui enfermée simplement parce qu'elle est laïque, simplement parce qu'elle tient des propos libres, alors que Jonas Haddad l'a rappelé, les conditions de détention, de santé, d'empêcher d'ailleurs même d'avoir une défense pour des raisons totalement fallacieuses. Moi, ce qui me chagrine, et on l'a vu à l'Assemblée nationale, et ça n'a pas fait suffisamment de bruit d'ailleurs médiatique de ce point de vue-là, alors que c'est un véritable scandale, c'est que toute la gauche unie s'est abstenue sur cette résolution qui exigeait de la part de la représentation nationale la libération de Boualem Sansal. Pour moi, c'est d'une indignité absolue. On n'a même pas réussi à comprendre quels pouvaient être leurs motifs, quels pouvaient être leurs arguments, parce qu'au fond, ils n'en ont pas, si ce n'est un seul, qui est bassement électoraliste, celui de flatter un électorat musulman hostile à la figure de Boualem Sansal. Et plus on avance, plus on s'enfonce dans l'indignité. Et je trouve ça évidemment très malheureux. Mathias Leboeuf, m'adresse au philosophe. Est-ce qu'il peut y avoir des sujets frappés d'universalité, des causes ? Oui, c'en est une. Surtout la défense d'un penseur, d'un écrivain. Moi qui appartiens à la gauche, je suis particulièrement choqué de voir que justement la gauche ne se mobilise pas et ne défend pas un écrivain, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec ce qu'écrit Boualem Sansal et ses analyses. Ça me paraît, je pense à Camus par exemple ou à ces penseurs qui seraient montés
au créneau, bien évidemment, dans d'autres époques, et je trouve incroyable, encore une fois, et là, effectivement, il y a quelque chose d'inquiétant pour la gauche, quelque chose de l'ordre de la perte de son âme. Alors, est-ce que c'est pour des calculs électoraux du côté de la France Insoumise? Oui, bien sûr. Du côté du parti socialiste, je sais pas, je comprends pas. Je trouve ça incroyable, quoi. Tout autre sujet avec vous pour votre coup de gueule cette fois-ci, Benoît Perrin. Vous parlez des nombres de fonctionnaires. Alors oui, on vient d'apprendre là, via l'INSEE il y a quelques jours que la France comptait, tenez-vous bien, 32 000 agents publics de plus en 2024. Alors c'est vrai que du coup, s'il y a un secteur qui connaît pas la crise, c'est bien le recrutement des fonctionnaires. Vous allez me dire, c'est quand même une bonne idée, une bonne nouvelle, parce que 32 000 fonctionnaires en plus, c'est quasiment la moitié du nombre de fonctionnaires supplémentaires en 2023, qui était d'à peu près 70 000. Aujourd'hui, on atteint 22% de l'emploi public qui concerne les fonctionnaires, et c'est pas un sujet nationaux, territoriaux, exactement, et hospitaliers. Voilà, vraiment, exactement. Vraiment, les agents publics dans leur globalité. Alors la masse salariale de l'État, c'est à peu près 20% des dépenses, c'est-à-dire 300 milliards sur les 1600 milliards de la sphère publique. Donc en fait, on comprend bien que le sujet des fonctionnaires pèse lourd en fait dans tous les sujets liés au budget de l'État. Et pourtant, c'est un angle mort de la politique budgétaire en France. Je vais vous donner 2-3 chiffres qui sont, je crois, assez amusants. Sous Mitterrand, on a plus 500 000 agents publics. Sous Jacques Chirac, avec ses 2 mandats, plus 750 000. Sous Nicolas Sarkozy, plus 17 000 fonctionnaires. Sous Hollande, plus 145 000 fonctionnaires. Sous Macron, plus 178 000 fonctionnaires. Et puis donc, en 2024, plus 32 000 agents publics. Donc on voit bien, c'est pas vraiment un sujet droite-gauche, puisque quel que soit le président de la République en place, on voit en fait les effectifs de la fonction publique qui ne cessent de croître. Donc oui, c'est vrai qu'encore une fois, cette année, il y a un petit effort qui a été fait, mais encore une fois, un effort sur l'augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, quels que soient les présidents de la République qui se succèdent, on a toujours une progression et finalement jamais une diminution. Je crois que très concrètement, les solutions sont connues. 1, il faut naturellement ne pas remplacer tous les départs à la retraite. 2, développer le dispositif de la rupture conventionnelle. Vous savez que la rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2020, qui rencontre pas un grand succès auprès des fonctionnaires à ce stade-là, mais je pense que c'est typiquement un investissement qu'il faut faire, c'est-à-dire très concrètement, contre un pécule, demander, en tout cas proposer à des fonctionnaires de quitter la fonction publique. Fonctionnaires, c'est exactement. Ça. Et troisièmement, évidemment, assouplir le statut de la fonction publique qui obligerait certains fonctionnaires qui ne travaillent pas assez à changer de service sur ordre du décideur. Il y a du Elon Musk en vous, non? Light, Benoît Perrin. Charles Aloncle, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu un grand nombre de suppressions de fonctionnaires. Et puis, quelques années plus tard, nous disons, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez... C'est quoi la bonne formule? Vous êtes parlementaire? Nous, à l'UDR, on a fait un certain nombre de propositions, un peu dans le sens de ce que Benoît Perrin vient d'avancer, de dégraisser et de réformer en profondeur l'État qui en devient totalement obèse. Quelques chiffres pour abonder dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Si on compare le nombre de fonctionnaires qu'on a par habitant par rapport à la moyenne européenne, je crois qu'on a un fonctionnaire pour 50 habitants en France, là où en Allemagne, par exemple, c'est un fonctionnaire pour 87 habitants. Si on était au niveau de la moyenne de nos voisins européens, on devrait avoir un peu plus de 600 000 fonctionnaires en moins. On en a près de 7 millions. Donc ça montre l'ampleur de la tâche, de l'enjeu qui se dresse devant nous. Et je pense qu'aucun Français qui nous écoute aujourd'hui ne pourra convenir que malgré ce nombre de fonctionnaires où on décroche la palme, on a des services publics performants qui fonctionnent. Donc on a vraiment l'impression que plus on en embauche, plus on réalise des dépenses publiques, plus nos services publics se dégradent. Là-dessus, Jonas Sadat, le vice-président de la région Normandie, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas assez de fonctionnaires, il y a des trous partout. Alors vous voyez, je pense que si on regarde ce qui a été fait à l'époque sous Nicolas Sarkozy ou ce que vous évoquez là, peut-être que la différence avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas assez de fonctionnaires, et c'est un homme de droite qui vous le dit, et il y a des endroits où il y en a beaucoup trop. Donc en fait, c'est comme dans une entreprise. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous dites pas il faut couper toutes les fonctions. Vous dites il faut augmenter les fonctions vitales, par exemple le commercial, et d'un autre côté, il faut couper toutes les fonctions qui sont force d'inertie. Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est notamment dans les comparatifs avec l'Allemagne, parce que si on va dans la finesse avec l'Allemagne, mais avec d'autres pays, je prends l'exemple de l'hôpital et de la santé.
Qu'est-ce qui fait que dans l'hôpital, on est en saturation? C'est parce que par rapport aux autres pays, on a beaucoup plus de fonctionnaires pour l'administratif et le reporting dans l'hôpital et beaucoup moins de fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes qui seront en contact direct avec l'usager pour soigner les gens. Et vous pouvez reprendre cet exemple que je viens de vous donner pour la police et pour la justice. Et donc, pour l'école. Et pour l'école. Ça veut donc dire que la question n'est pas une question de moyens. Les moyens, ils sont là. Les fonctionnaires, ils sont embauchés. C'est une question d'allocation de moyens. Alors, sans faire... C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas dire que c'est du Elon Musk. C'est plus pour le coup, n'importe quelle entreprise a besoin d'être restructurée pour faire en sorte que le poids de la masse salariale ne soit pas sur ceux qui font de la norme et de la bureaucratie, mais pour ceux qui soient en contact avec les usagers. D'autant qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, normalement, toutes ces parties-là, ça devrait être dégraissé, l'administratif. Benoît Perrin, vous validez ce qu'il dit là? Je valide complètement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction publique d'État, notamment sous Nicolas Sarkozy, a fait de gros efforts. Objectivement, effectivement, il y a eu une grande réforme de la fameuse RGPP qui a sabré certainement de manière maladroite dans certains secteurs, notamment dans la police, effectivement, mais qui a permis quand même de contenir l'embauche d'agents publics. En revanche, on voit des énormes dérapages dans les fonctions publiques, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique hospitalière, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'administratifs, mais je crois qu'il faut vraiment concentrer nos efforts sur les collectivités locales qui ont embauché à tour de bras plus 44% en 20 ans de fonctionnaires. Il y a un moment où il faut dire stop. Voilà. Alors que la population n'a augmenté que d'à peine un peu plus de 10%. Allez, Charles Laloncle, vous gardez la main pour votre coup de gueule ce matin. Vous nous parlez quoi de la simplification? Ça tombe bien, on avait le ministre Laurent Marcangeli chez nous, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Absolument. Ce qui peut expliquer mon teint pâle, mes cernes saisissants, c'est que depuis donc lundi matin, on a commencé un long tunnel d'examen du projet de loi de simplification en commission spéciale, exactement, où on finit donc tous les soirs à peu près un peu après minuit. On a énormément d'amendements, un peu plus de 1400 amendements dont on débat. De quoi vous parlez? Vous allez supprimer, parce qu'on en parle depuis tant d'années, vous savez, les fromages de la République. C'est ça. Ouais. Nous, ce qu'on aimerait, vous y êtes vraiment là, ou dans le cœur du sujet? En fait, on aimerait pouvoir lutter contre la bureaucratie, on aimerait pouvoir supprimer des comités Théodule qui souvent interviennent en doublon, en triplon. On a à peu près 1200 agences et opérateurs d'État qui nous coûtent 140 milliards chaque année, qui beaucoup d'ailleurs effectuent des compétences déjà réalisées. Vous dites combien d'agences? 1200. Combien sur les 1200 vous paraissent, on va dire, inutiles? Nous, on a dressé une liste déjà de 100 prioritaires qui soit ne se sont pas réunis depuis des années. Une sur 12. Déjà, on peut commencer avec l'UDER, on a chiffré tout ça, on est allé les chercher, on a fait une liste et on a déposé des amendements dans le cadre du premier article de ce projet de loi pour supprimer ces fameux comités Théodule. Les critères qu'on a pris sont des critères objectifs, c'est soit le comité ne s'est pas réuni depuis des années, soit en fait il intervient en doublon voire en triplon avec certaines compétences de l'État ou de collectivité, soit en fait le propos est plus du tout justifié. Bon, on a déposé ces amendements, article 1, c'est ce qui a été débattu en tout premier lieu. Et moi, ce qui m'a frappé, donc c'est un peu le sens de mon coup de gueule, c'est la posture de la gauche avec la complicité des macronistes qui, sans aucune forme d'argument pour beaucoup de comités où on vient avec des chiffres, on vient avec des faits, s'oppose systématiquement à la suppression de ces comités au nom du sacro-saint principe de on va pas débureaucratiser. Donc je trouve ça très malheureux. Et même pire que ça, il faut interroger les intéressés, mais qu'est-ce que vous savez des motivations des uns et des autres à ne pas vouloir toucher à ce que vous appelez les comités Théodule? Et c'est là où il faudrait que les Français aient accès, d'ailleurs c'est un accès libre, mais il faudrait qu'ils regardent ces débats, puisqu'à chaque fois on vient avec des arguments. On a parlé par exemple de l'OFB, vous savez, cet office qui ennuie, qui emmerde les agriculteurs chaque jour, ça coûte à peu près 600 millions d'euros. On a parlé de l'ADEME qui nous coûte à peu près 4 milliards chaque année, qui financent des lobbies antinucléaires et qui sont là pour rédiger des rapports qui expliquent aux Français combien de jours d'affilée on peut continuer à porter son slip ou ses sous-vêtements, enfin ce genre de gabegie total. On a évoqué un certain nombre de commissions qui ne servent plus à rien depuis des années, la Commission nationale de la codification. Mathias Leboeuf. Vous jugez que c'est pas utile, mais il y a peut-être des gens. C'est-à-dire que si dès qu'on n'est pas d'accord avec vous déterminez que le comité en question n'est pas utile. Alors, je vais vous donner des exemples. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une lecture politique
de cette simplification, forcément, vous allez être en but à des oppositions. Si vous avez une lecture purement économique et effectivement sur les comités qui ne se sont pas réunis, voilà, ça paraît effectivement logique. En revanche, le type d'argument que vous donnez, c'est que vous donnez votre avis sur l'utilité d'un comité. Et pardon, mais l'ADEME, moi je trouve que c'est pas inutile. Charles, par exemple, rassemblez vos arguments. Vous allez répondre à Mathias Leboeuf, Charles Along. C'est important sur l'ADEME, notamment dans un court instant. On se retrouve après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Allez, avant d'aborder le premier sujet autour de l'enquête sur la mort du petit Émile, mettez-vous d'accord, messieurs. Charles Aloncle, le député de l'Hérault, porte-parole de l'UDR, vous êtes bossé en commission pour faire fondre les comités Théodule. Et à l'instant, Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe, vous lui dites, Charles Aloncle, l'ADEME, c'est utile quand même. Vous répondez quoi ? Qui décide de ce qui est utile ou pas utile, Charles Aloncle ? J'ai commencé par les comités peut-être les plus politiques, l'OFB, l'ADEME. Mais l'ADEME, en fait, ça vient en doublon d'énormément de compétences déjà assurées par l'Agence de l'eau, par les régions. Et ça a été l'objet de nos débats et on pourra en parler des heures. Mais il y a aussi d'autres comités qui, pour le coup, ont été prouvés objectivement qu'ils ne servaient à rien et qu'ils coûtaient de l'argent public aux Français. Je vous en donne 2 ou 3, très simplement. Mais il y a une liste longue comme le bras dont on a débattu pendant un peu plus d'une journée. Vous avez le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Alors généralement, plus il y a de lettres, plus c'est suspect. La seule réunion qu'ils ont organisée, c'était en 2021, et ça a coûté à peu près 100 000 € aux contribuables. La gauche, évidemment, avec la complicité des macronistes, ils ont voté contre. On a la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle est toujours en place, elle nous coûte toujours de l'argent, alors que ça fait un peu plus de 30 ans que la France a abandonné tout essai nucléaire. Donc là, encore 1996, à nouveau, la gauche a voté contre la suppression. Elle coûte de l'argent, pourquoi ? Il y a des gens qui sont payés pour ça ? Qui ne se réunissent pas, qui sont payés, qui émettent parfois une fois tous les 4 ou 5 ans un avis. Et peut-être un tout dernier exemple, le Conseil de normalisation des comptes publics, qui prévoit entre 2022 et 2026, d'analyser simplement 22 normes de comptabilité publique. C'est le rôle que nous on fait en commission, c'est le rôle des parlementaires. Et ça a coûté un peu plus d'1 300 000, soit 65 000 € par norme analysée. Benoît Perrin, vos contribuables associés, vous bûchez sur ces comités. Vous avez raison, il y a le sujet des agences et après il y a le sujet des comités Théodule. Sur le sujet des agences, effectivement, la France n'a pas choisi. Vous avez la possibilité d'avoir soit du monde dans les ministères et du coup pas grand monde dans les agences, soit, comme l'a fait la Suède, très peu de personnes dans les ministères et beaucoup d'agences. Et la France, en fait, on a entre les deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens dans les ministères, on a beaucoup de gens dans les agences. Et les cabinets de conseil. Ce qui pose un gros problème. Et en plus, effectivement, on a recours, alors c'est moins le cas ces 3 dernières années, pour les raisons que vous savez, mais effectivement, en plus, on fait travailler des consultants. Le problème des agences, il est finalement assez simple, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de gens dans ces agences, quand même 500 000 fonctionnaires, mais le problème central, à mon avis, il est celui-ci, c'est que vous avez à peine 22% des agences qui ont des contrats d'objectifs avec l'État. Autrement dit, vous avez les 80% des agences qui fonctionnent presque en autonomie, c'est-à-dire sans le contrôle du ministère de tutelle. À mon avis, c'est ça le cœur du problème, c'est qu'en fait, ce sont des agences qui n'ont pas de contrôle. Et après, deuxième problème, c'est le sujet des comités Théodule, il y en a 314, dont on peut effectivement se poser la question de leur utilité. Vous avez dit très justement tout à l'heure, ouais, mais il y a des commissions qui ne se réunissent pas. Vous avez raison, mais parfois c'est le cas, et même quand les gens ne sont pas rémunérés, vous avez quand même un fonctionnaire qui envoie les convocations, qui écrit les comptes rendus de réunion, ça coûte toujours de l'argent. Et en fait, vous avez une liste comme ça, mais la liste, elle est. Enfin, j'invite les auditeurs de Sud Radio à la regarder. C'est parfois vraiment. Enfin, vous avez des noms, vous en avez cité quelques-uns. Le Conseil national du bruit. Le Conseil national du bruit, qui n'en fait pas du tout d'ailleurs de bruit. Enfin, vous lisez les intitulés des commissions, vous en riez. Ce sont les Chanoc, avec la voix de Claude Cléplu. Ouais. Donc, effectivement, il faut faire le grand ménage. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à de telles contraintes budgétaires, et c'est en quelque sorte l'avantage de la situation, qu'on va devoir faire du ménage. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent jamais faire le ménage. Et c'est ça le problème. Jonas Haddad, mot de la fin là-dessus. En fait, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que ces créations, puisque ce sont des créations, viennent souvent de la part d'initiatives ministérielles. C'est-à-dire que je suis un ministre, j'ai envie de marquer mon passage, donc je vais demander, puisque j'ai pas beaucoup d'idées, je vais dire, tiens, on va créer un haut conseil, il y a ça, un haut conseil. Un copain. Ou recaser un copain. Donc en fait, la réalité, c'est que moi je ne conteste pas sur la base l'utilité même de ces sujets-là, mais
il est normal, sans aller dans le spoil system, que lorsqu'il y a un ministre qui en succède à un autre, il regarde si son prédécesseur a créé ce haut conseil pour une bonne raison. Donc ne faisons pas là-dessus de questions de, je dirais, trop de principes et d'utiliser les termes comme purge ou cure, parce que les gens ne comprennent pas. Ils vont se dire, attendez, en fait, on veut tout sabrer, etc. La question n'est pas là. C'est normal que dans une organisation qui s'appelle l'État, eh bien, régulièrement, il y ait des revues de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on coupe quand il faut couper, et on crée quand il faut créer. Mais si on ne coupe pas et on superpose et on superpose, à la fin, effectivement, c'est tellement complexe qu'on a besoin d'un cabinet de conseil pour comprendre ce qu'on a créé. Allez, le premier sujet du jour, l'enquête sur la mort du petit Émile à 11h24 sur Sud Radio. Pourquoi cette tragédie suscite-t-elle autant de passion? Factuellement, les 4 gardes à vue des grands-parents, un oncle et une tante sont prolongés. La trajectoire, vous l'avez vu, entendu, du grand-père est passée au crible. Les médias sont omniprésents en direct de la bouilladise du Haut-Vernay. Vous entendez bien des proches et en boucle des témoins. Chacun donne son avis. Je commence par vous, Mathias Leboeuf. Est-ce que l'instruction peut se dérouler à vos yeux sereinement dans ce climat, dans ce contexte? Est-ce que vous êtes surpris par cet engouement d'ailleurs? Alors surpris non, parce que tous les ingrédients sont là pour comment dire, une histoire qui est non seulement pas banale, mais pour feuilletonner cette histoire aussi. Alors, les médias, bien évidemment, s'en donnent à cœur joie. C'est un peu les Atrides à côté de chez nous, quoi. C'est-à-dire que vous avez un enfant en bas âge, vous avez une famille, vous avez un environnement, comment dire, géographique et spirituel particulier, puisqu'on est dans des, comment dire, dans un contexte de catholicisme, si j'ai bien compris, un peu dur, voire un peu ésotérique. Donc tout ça alimente bien évidemment les supputations. Et puis chaque jour vous avez un nouvel événement. Alors il y a bien évidemment la mise en garde à vue. Donc on se demande pourquoi avec des chefs d'inculpation, enfin pas d'inculpation, mais de, je sais pas comment on dit, de garde à vue qui sont assez lourds. Et puis j'ai vu là récemment que le prêtre qui avait baptisé le petit Émile s'est suicidé, et s'est suicidé en laissant une lettre, et en laissant une lettre qui semblerait incrimine un peu la famille, enfin en tout cas parle de la famille en de mauvais termes. Donc tout est là pour que forcément on ne puisse que se poser des questions et se demander ce qui s'est passé, quoi. Charles Aloncle, pour poursuivre ce qui est dit à l'instant par Mathias Leboeuf, est-ce que le profil catholique traditionnaliste du grand-père qui est mis en avant, est-ce que c'est un élément d'après vous révélateur, et si oui ou d'ailleurs ou non, révélateur en quoi au juste? Moi, j'avais trouvé ça parfaitement indécent dans les heures qui avaient suivi la mort du petit Émile, toute l'instrumentalisation qui avait été faite autour de la foi, de la pratique spirituelle personnelle de cette famille. J'avais été très 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 interpellé par ça, sans aucun fondement, sans aucun motif. La machine médiatique et politique aussi s'était emballée. Moi, je pense qu'il faut quand même avoir une pensée pour cette famille qui est complètement en train de se déstructurer, de se détruire. Pour les habitants de ce village aussi, qui, je pense, depuis à peu près 2 ans, vivent épiés dans une bulle, ne sortant pas trop de chez eux. En parlant matin, midi et soir. Il faut quand même faire attention à ce tribunal médiatique qui prend une ampleur de destruction de plus en plus considérable. On lâche un nom en pâture en lâchant un mot, un terme de présumé coupable un peu hypocrite, et derrière c'est toute une réputation, c'est toute une vie qui peut s'effondrer. On le voit de plus en plus aussi dans le domaine politique. Donc moi, je vois ça avec un peu de recul. Les faits divers disent beaucoup de l'état d'une société. Ça avait été le cas notamment pour l'affaire du petit Grégory qui avait captivé les Français. Mais à l'époque, il n'existait pas de réseaux sociaux. Les Français ne glosaient pas matin, midi et soir. De mémoire, on en parlait tout le temps. C'était la une des journaux, des manchettes de journaux, la une des 20h. Ça n'arrêtait pas. Et ça avait fait d'ailleurs beaucoup de mal pour ce territoire. Mais voilà, tout ça pour dire, moi, j'aimerais qu'on prenne quand même un petit peu plus de distance, que le secret de l'instruction soit moins violé, et qu'on ne juge pas les gens alors qu'on ne les connaît pas sur des critères qui n'ont rien à voir avec le cœur de la famille. Allez, l'enquête sur la mort du petit Émile, émotion, passion et interrogation. Nous nous retrouvons à 11h29 dans un court instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Allez, mettez-vous d'accord autour de l'enquête sur la mort du petit Émile. Pourquoi suscite-t-elle autant de passion? Alors, il y a ce que nous communique ce matin Gilles Gansman, notre spécialiste média sur Sud Radio, qui rappelle qu'il existe, c'est très intéressant, 7 magazines consacrés aux faits divers et qu'ils cartonnent à la télé. Ce sont les plus belles audiences TV. C'est le genre le plus rentable, nous dit Gilles, depuis l'avènement de fait entrer l'accusé. Et l'affaire Grégory, d'ailleurs, elle fait toujours recette. Vous diffusez un docu, ça cartonne. Jonas Haddad, vous confirmez, c'est ce grand succès de ce, pardon de dire ça parce que ça raconte des drames de ce genre à la télé, dans la presse. Je vous donne une anecdote personnelle. Je suis l'avocat dans le procès qui oppose des plaignantes à Tariq Ramadan. On a eu des interviews dans Le Figaro, dans d'autres systèmes, etc. Le moment dans lequel on a reçu le plus de réactions, c'est quand on a fait Détective Magazine. On n'a jamais... Détective Magazine, pardon, je ne sais pas si on a le droit de le citer à l'antenne, oui, mais voilà. Détective Magazine. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier aussi que les prisonniers des meurtres les plus abjects reçoivent des centaines de lettres d'admirateurs en prison, et voire certains se marient ou ont des enfants. On est là dans une forme d'impensé de l'âme humaine, c'est-à-dire qu'en gros, dans lequel la cruauté, ça attire un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que les audiences sont assez incroyables là-dedans. Là, dans l'affaire qui nous intéresse concernant Émile, c'est qu'il y a à la fois l'innocence de l'enfant, la compassion qu'on peut avoir pour la mort d'un enfant. On l'a évoqué un peu, il y a un petit cocktail un peu religieux là-dedans. Mais voilà, on sait pas ce qu'on met là-dedans. Et il y a de la cruauté. Donc, et il y a un autre élément qui a été évoqué. Il y a un élément politique aussi, puisque les parents du petit Émile ont appartenu à des mouvances d'extrême droite. Et donc c'est un cocktail qui agrège quand même pas mal de choses. Alors je dis pas qu'effectivement il faut préserver le secret de l'instruction, il faut préserver l'honneur et la dignité des familles. Moi, je trouve que dans le récit, il y a énormément d'éléments qui viennent alimenter justement cet intérêt. Après entre nous, excuse-moi, juste là-dessus, c'est que sur le secret de l'instruction, c'est un gimmick qu'on entend beaucoup sur les plateaux. Je veux juste vous dire une chose, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a défini les journalistes comme étant, et pardon, je mets des guillemets, les chiens de garde de la démocratie, et donc en fait, elle a battu en brèche totalement le secret de l'instruction. Donc on se demande pourquoi ces derniers temps, on a ouvert les vannes en fait du secret de l'instruction. C'est parce qu'en fait, il y a une protection européenne qui est intéressante. Je dis pas l'inverse. On est d'accord. Les instructions désormais, elles se lisent, elles sont à ciel ouvert dans les journaux. Je donnais cette anecdote tout à l'heure. C'est qu'un jour, un journal d'investigation m'a appelé en disant, on voulait vous parler d'un dossier, et je ne savais même pas que j'avais été désigné par le client. Donc en fait, c'était les forces de police certainement qui avaient fuité. En l'occurrence là, ce dont on parle, c'est-à-dire l'univers politique, spirituel, religieux, fait pas partie du secret de l'instruction. C'est-à-dire que le fait de gloser ou de dire que la famille est catho, tradie, que les parents ont appartenu à une mouvance d'extrême droite, ça fait pas partie du secret de l'instruction. Ça fait même à la limite partie du travail du journaliste d'aller enquêter sur l'univers de la famille. Le dévoilement parce que ça peut être un élément d'explication, ça peut être un élément de vengeance, ça peut être le dévoilement de certaines informations a des conséquences. La médiatisation de certains sujets n'est pas anodine. Regardez, après le prêtre qui baptisait, il s'est suicidé. En fait, il faut dire que l'impact médiatique, il ne faut pas le sous-estimer. Ça débloque des choses dans des affaires. D'un mot, Bonapérin, nous sommes loin des contribuables dans cette histoire, mais vous avez un regard, vous, une sorte d'appétence pour... Non, j'ai pas une appétence sur les affaires un peu sordides. En revanche, il est évident que on fait tous un transfert. Je veux dire, tous les pères de famille, surtout. Exactement. Et surtout, quand on voit la tête d'ange de cet enfant, qui est beau comme un cœur. Ça nous rappelle effectivement l'histoire du petit Grégory qui était aussi mignon comme un cœur. En tant que père de famille, il est évident qu'on fait tous un transfert. On se dit tous effectivement, mais quelle douleur pour les parents, c'est absolument horrible. On souffre tous en regardant. Donc on est partagé avec entre la douleur et en même temps la curiosité qu'on a tous malheureusement un peu malsaine de se dire mais finalement on a envie d'avoir la vérité, parce que cette histoire est tellement extraordinaire et tellement incroyable. On est père de famille, on se doute bien qu'un enfant de 2 ans et demi peut pas parcourir des centaines de mètres tout seul. Ça nous parle. Oui. En plus, dans l'histoire, il est censé remonter une pente. On sait très bien que les enfants ont tendance quand même à plutôt descendre. Donc on est quand même tous surpris par cette histoire et du coup un peu captivés, faut bien le dire. Mathias Leboeuf.
puisque vous évoquez l'affaire du petit Grégory, effectivement, une période où Internet n'existait pas, il y avait d'autres porte-voix. Souvenez-vous, Marguerite Duras, qui avait fait une tribune, je crois, dans Libération, et je crois que ça commençait par forcément coupable au sujet de Christine Villemain. Donc c'est de toute façon, c'est des affaires qui intéresse parce qu'encore une fois, elle raconte quelque chose qui, à mon avis, alors là, c'est peut-être le philosophe qui fantasme, mais sont archaïques sur la nature humaine, quoi. Donc, on est convoqué à cette tragédie au sens à la fois banal du fait divers, mais aussi au sens classique de ce que pouvaient être les tragédies grecques, quoi. Encore un mot avec vous là-dessus, Charles. Allons, il y aurait beaucoup à en dire, mais oui, non, mais alors le parallèle avec Marguerite Duras, c'est assez intéressant. Je pense que dans ces moments-là de crimes sordides qui peuvent atteindre beaucoup de monde, il faut faire preuve d'un peu de pudeur, d'un peu de recul. La dignité et l'honneur d'une société est celle de ne pas remuer le caniveau, de ne pas agiter des drapeaux dont on est parfaitement étranger. Marguerite Duras, à l'époque, aurait dû parfaitement s'abstenir de son déplacement, d'avoir écrit tout ça. Elle a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, ces mêmes journalistes, alors que le cadavre n'était pas encore retrouvé du petit Émile, auraient dû, je pense, s'abstenir et faire preuve de pudeur. Ça les aurait honorés d'aller fouiller dans les poubelles de Facebook et de la vie des uns et des autres. Je pense honnêtement qu'on pourrait s'honorer à prendre de la distance, à épargner ces gens dont on ne sait rien, et ce serait au contraire l'honneur de notre moment et de notre société. Allez, garder la tête froide, relater les faits si tant est que ce soit encore possible dans l'univers médiatique mondial que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième sujet ce matin sur Sud Radio, dans Mettez-vous d'accord, c'est ce sondage, cette enquête que publie le Figaro, réalisé par l'IFOP, et ce collectif dont on va parler, Agir Ensemble, sur l'anxiété des Français vis-à-vis de l'avenir qui atteint un niveau inédit. L'enquête est très intéressante, je vous conseille de la lire dans le Figaro. 8 Français sur 10 qui estiment que le risque d'une explosion sociale existe dans les prochains mois. Alors il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les émeutes urbaines de 2023. 42%, je vous donne 2-3 chiffres, parlent de guerre civile, une proportion à peu près égale de possibles assauts d'institutions comme l'Élysée, l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui s'est produit avec le Capitole aux États-Unis. Le motif, les institutions seraient trop affaiblies, elles ne sont plus considérées comme un rempart, et le multiculturalisme, lisez cette enquête qui est vraiment très intéressante, passe désormais dans les préoccupations avant, vous savez, les inégalités sociales. Alors, cette enquête a été réalisée par ce collectif Agir Ensemble à la faveur d'une réunion publique ce soir au Dôme de Paris, qui met sur la table, d'ailleurs, d'une façon très précise, on va en venir, la question de l'islam radical. Soirée où vont s'exprimer des ministres, Bruno Retailleau en ouverture, Emmanuel Valls en clôture. Il y aura parmi les personnalités également l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Je crois savoir, Jonas Haddad, que vous y rendez ce soir. Oui. Que signifie cette réunion ? Quel est son but clairement ? Je m'y rends, mais en fait, la grande matrice de cet événement, c'est de lutter contre l'islamisme, en tout cas, qui fracture notre société. Et je pense que plus profondément, ce qui est évoqué dans le sondage, c'est que on se rend compte que la fable multiculturelle est devenue une réalité multiconflictuelle. Dans une forme de guerre un peu de larvée du tous contre tous, dans lequel à force effectivement d'avoir ébranlé tous les piliers de notre République, eh bien aujourd'hui on se retrouve sans repère, même pour des jeunes, quelle que soit leur confession. Pourquoi il y a cette instabilité ? D'abord parce qu'en partie elle a été organisée. Je rappelle quand même que ces derniers temps, on a eu, j'ai regardé cette statistique incroyable, plus de premiers ministres cette année et de gouvernement que ce qu'il y a eu sous la 4e République et la 3e. Vous vous souvenez, on disait à l'époque, la 4e et la 3e, c'est des régimes instables. Nous sommes le régime le plus instable qui existe depuis des centaines d'années. D'abord, premier point. Deuxième point, il y a eu les conséquences aussi du grand chamboule-tout qu'a organisé Emmanuel Macron, à savoir vouloir effacer les frontières de la droite et de la gauche et de pulvériser les partis politiques. Donc évidemment, les partis politiques avaient des déficits, mais les partis politiques réussissaient à structurer le débat public. De la même façon, les syndicats aujourd'hui ne pèsent plus grand-chose puisqu'ils représentent que 7% des salariés du privé. Donc en réalité, quand vous avez personne vers qui vous tournez, c'est le cas notamment quand on voit à la SNCF, ils ont même plus de syndicats parfois pour pouvoir parler, eh bien, il y a des
des bourgeons. Il y a des émergences comme ça qui se créent. Donc on a vu les gilets jaunes, on a vu les émeutes, et de temps en temps, il faut bien le dire, les uns et les autres qui mettent du sel sur les plaies. En appelant, je me souviens par exemple Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous toujours de ça, qui a dit, lorsqu'il y a eu les émeutes urbaines, il a dit « la fin justifie les moyens ». Donc évidemment, il y a des risques de conflit dans notre pays. Et l'objectif de la soirée de ce soir, en tout cas de ce que j'en ai compris de la part des organisateurs, c'est de faire en sorte de dire, quelle que soit notre obédience politique, vous parlez de certaines personnes qui sont de droite, d'autres qui sont plus de la gauche républicaine, il faut qu'on prenne conscience de cela, et notamment que l'islamisation rampante de notre société est en train de fracturer des territoires entiers de notre République, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation et que ce soit dans la police. Alors Juliette Rioufol, qui prépare cette émission, est toujours à l'affût de ce qui se passe en temps réel. Jean-Luc Mélenchon, vous le citiez à l'instant, Jonas Haddad qui tweet, là, il y a 8 minutes, alors il écrit, le leader des Insoumis, je vous lis son tweet, Bayrou a-t-il autorisé ses ministres Retailleau et Valls, je vous cite, Mélenchon, à participer ce soir à un meeting de soutien à Netanyahou, organisé par le comité de soutien Elnet et financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. C'est ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Bayrou sait-il que le directeur exécutif d'Elnet, c'est une des associations membres du collectif qui organise donc ce soir cette réunion publique. Sait-il que le directeur exécutif Arié Ben Seoum a osé dire publiquement, il le cite, tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. Ça peut se discuter, ça aussi. Les intervenants, ajoute Jean-Luc Mélenchon, comptent parmi les pires racistes et négationnistes connus. Comment des ministres en exercice représentant le gouvernement de notre pays peuvent-ils s'associer à une telle sinistre comédie aux côtés de racistes islamophobes? Charles Lalonde, je sais que vous allez réagir à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Pas surpris par sa réaction, parce que nous sommes au cœur du sujet, là. Nous sommes au cœur du sujet, et je pense que cette réaction totalement excessive, mais dont Jean-Luc Mélenchon est coutumier, il l'a fait à dessein pour masquer un chiffre, d'ailleurs, que vous n'avez pas cité, qui m'a terrifié dans cette enquête, qui, vous avez raison, est parfaitement intéressante. 36% des sympathisants de la France Insoumise perçoivent l'islamisme, je ne parle pas de l'islam, l'islamisme de façon positive. Oui. 36% des sympathisants de la France Insoumise. Donc, chiffre d'autant plus accablant que sur les moins de 25 ans, pas simplement les sympathisants de la France Insoumise, l'ensemble des Français de moins de 25 ans, c'est 30%. Donc on voit bien progressivement à quel point les masques tombent. Il y a quelques jours encore, je me suis opposé à la tenue d'une conférence qui m'a valu d'ailleurs le qualificatif de raciste, de fasciste de la part de Raphaël Arnaud. Un député Fichès qui invitait des organisations islamistes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, avec la complicité de Yael Braun-Pivet, qui ne s'est pas opposée à la tenue de cette réunion. Donc on voit que progressivement, dans tous les pans de la société, l'agenda de l'islam politique est en train de progresser. Ça fait les choux gras de ces organisations de gauche qui voient que la démographie est tellement bouleversée depuis plusieurs dizaines d'années qu'en fait, sans trop rien faire, ils parviendront peut-être au pouvoir de cette façon-là. Donc voilà, je pense simplement que l'outrance d'un Mélenchon aujourd'hui dans sa dénonciation d'une enquête qui a l'air d'être réalisée de façon complètement honnête dans sa méthode, je ne sais pas qui la finance, je ne sais pas qui est derrière, mais dans la méthode, elle a l'air parfaitement honnête, comme tout sondage mené. Ces outrances sont là pour mieux masquer le caractère islamiste et profondément antisémite et dangereux pour la République de la France Insoumise et d'une partie de ses alliés. Allez, Benoît Perrin, je vous donne dans un instant la parole à votre tour. Il est 11h46 sur Sud Radio. Dans un instant, la suite de Mettez-vous d'accord. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Elle est la dernière séquence de Mettez-vous d'accord. Nous allons parler dans un instant de ce préavis de grève SNCF. Mais d'abord, je voudrais que nous bouclions, messieurs, autour de ce sondage dans le Figaro et de cette réunion publique ce soir au Dôme. Vous vouliez rebondir là-dessus, Benoît Perrin? Oui, ce qui me frappe dans le résultat de cette enquête, c'est qu'on voit que les Français sont finalement très lucides
finalement sur le déclin qui est engagé d'à peu près depuis 40 ans en France, quel que soit le sujet, la question que du ce déclin, soit l'école, que ce soit l'insécurité, le pouvoir d'achat, les finances publiques, l'économie, l'agriculture, l'énergie, bref, sur tous les sujets on est en déclin. Alors parfois on était en déclin très 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 dur, parfois les présidents de la République ont ralenti le déclin, mais en fait on voit qu'on n'est absolument pas sur la voie du redressement. Les responsables politiques nous disent depuis 40 ans que tout va bien, qu'on peut dormir, alors qu'en fait on est sur le Titanic et ils nous incitent à continuer à danser, alors que franchement la situation ne va pas bien, les Français sont lucides et effectivement une explosion sociale n'est pas à écarter. Mathias Leboeuf. Oui, moi globalement je partage assez le constat qu'a fait Jonas sur la crise de la représentation et la crise de la laïcité. Voilà. La seule chose que je voulais dire brièvement, c'est que de la même façon qu'on s'indigne et qu'on s'inquiète de l'entrisme de l'islam radical dans un certain nombre d'organisations ou de réunions, on doit aussi s'inquiéter de l'entrisme de certaines organisations d'extrême droite ou personnalités d'extrême droite. Bah ouais, ça vous fait. Quel est le rapport Quel est le rapport avec la menace en France aujourd'hui du délitement social, je vais vous dire quel est le rapport. Moi, le rapport que je fais, c'est que les problèmes sont inquiétants, mais parfois les solutions qu'on croit pouvoir y apporter sont encore plus inquiétantes. Et moi, j'ai pas envie de voir la France républicaine basculer dans un régime ultra autoritaire et réactionnaire. Voilà le rapport. On a le droit de dire ça, Charles Aloncle. On a le droit de dire ça, mais sauf que ça fait 50 ans qu'on entend ce même refrain qui commence à être un peu daté. Et aujourd'hui, les Français sont lucides, plus de 80% voient que la cause majeure du délitement social et de beaucoup de nos maux, c'est le multiculturalisme. Les Français ont enfin ouvert les yeux. Donc il faut arrêter avec ce discours qui désigne l'extrême droite comme la première menace pour la République. C'est totalement dépassé. Sauf que, pardon, mais l'islam radical, il n'est pas en situation d'être au pouvoir en France. L'extrême droite, elle est en situation d'être au pouvoir en France. Regardez au Royaume-Uni, regardez au Canada, regardez des députés comme Raphaël Arnaud qui organisent des colloques avec des islamistes. De la France. On n'en est pas loin. Il faut ouvrir les yeux. Regardez ailleurs, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada. Raphaël Arnaud, c'était à l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques jours. Une organisation qui a fait l'objet d'une dissolution. Que la France insoumise soit dans l'outrance permanente, bien évidemment. Mais vous savez comme moi que la France insoumise ne sera jamais au pouvoir. L'extrême droite, en tout cas, et vous êtes un partenaire de l'extrême droite. Rappelez-moi le score de Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles. Vous serez peut-être ministre bientôt, mais en attendant, moi je trouve que c'est une menace. Jonas Haddad, précision finale, puisqu'on parle de la SNCF dans un instant. Je précise juste de façon finale que dans ce sondage, lorsqu'on dit que 30% des jeunes de moins de 25 ans ne reconnaissent pas la République comme étant la norme supérieure, c'est pas des gens d'extrême droite. Donc la menace, elle est plus sur l'islamisation d'une partie de notre jeunesse, je le dis clairement. Et deuxièmement, concernant le tweet de Monsieur Mélenchon, et j'en termine par là, moi je me souviens quand j'ai commencé la politique, on disait toujours il faut arrêter d'importer le conflit israélo-palestinien parce que ça met du sel sur les plaies. Je rappelle qu'on a la plus grosse communauté juive d'Europe et la plus grosse communauté musulmane d'Europe en France. Ce monsieur-là est un fauteur de troubles et un organisateur du chaos dans notre pays. Allez, traitement TGV pour le dernier sujet. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Sur la grève à la SNCF, aura-t-elle lieu? Les vacances d'avril, les ponts du mois de mai menacés par un préavis de Sudrail qui réclame entre autres une meilleure évolution des rémunérations. Préavis qui fait débat. Ce qu'en a dit ce matin Laurent Marcangeli, le ministre de l'Action publique, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Moi, je suis toujours particulièrement subjugué par les dates choisies. Oui. Là encore une fois, j'ai l'impression vraiment que la recherche, c'est emmerder au maximum les Françaises et les Français. Et ça, en tant que ministre, en tant que responsable politique, je suis véritablement, encore une fois, mais choqué de voir que c'est ces dates qui sont choisies. On va pénaliser au final, qu'est-ce qu'on va pénaliser? On va pénaliser la famille qui veut prendre ses vacances et qui veut partir pendant quelques jours. Et je trouve pas que ce soit très juste. Voilà, emmerder les Français, Benoît Perrin. Bon, c'est la répétition d'un film français trop connu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, à chaque période de vacances, on a droit à notre préavis de grève. Alors, on parlait de on disait grévilliculture. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a un moment. Dans l'ancienne SNCF. Les gens en ont marre. Les gens en ont ras-le-bol. Mais ras-le-bol. On travaille dur toute l'année. Et ce sont des gens qui, vraiment le mot est sont utilisés, mais c'est vraiment le cas, qui prennent en otage les gens qui bossent, les étudiants qui retrouvent leur famille. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Français sont quand même en droit de demander des comptes à la SNCF. Pour une raison très simple. La SNCF, c'est 20 milliards d'aides publiques. Donc l'aide publique, c'est l'argent des Français. Par an. 20 milliards, c'est quoi? C'est très simplement 300 €
enfants compris, vieux compris. Donc même les gens qui ne prennent pas le train financent à hauteur de 300 € par an la SNCF tous les ans. Donc il est quand même normal de demander des comptes. Puis on a tous le sentiment que en fait tous les prétextes sont bons pour faire la grève. Vraiment, tous les prétextes sont bons. Cette année, c'est parce qu'on veut leur mettre un logiciel pour gérer les plannings. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas une année sans grève depuis 47 ans à la SNCF. Le total des jours perdus depuis la guerre, c'est 30 millions de jours. Depuis les années 80, un cheminot fait grève 1,7 jours par an en moyenne. Par jour de grève, c'est 20 millions qui sont perdus par la SNCF. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter le délire. La seule manière d'arrêter le délire, à mon avis, c'est de faire comme en Italie, c'est-à-dire d'interdire le droit de grève dans des périodes charnières. Faites court. Moi, je voudrais simplement rappeler les privilèges dont bénéficient les agents de la SNCF. Je pense que les Français ne sont pas au courant. Ça mérite d'être dit. Déjà, bon, évidemment, l'emploi à vie. Le seul motif de licenciement, ça peut être pour faute grave. Le deuxième, ils bénéficient d'une centaine de cabinets de médecins généralistes et spécialistes avec une offre de soins gratuites et rien avancé. Un parc de plusieurs dizaines de milliers de logements sociaux réservés uniquement pour eux. C'est totalement le sujet. Les voyages gratuits, les conjoints, c'est 16 voyages gratuits par an et puis après c'est 90% de réduction. Très court. Les parents, plus d'avantages que les députés, dis donc. Les enfants. Vite, le train arrive en gare. En termes de salaire, pour la 4e année consécutive, ils ont vu leur salaire augmenter plus de 20% d'augmentation de salaire, là où tous les Français n'ont pas eu des augmentations de salaire aussi importantes. C'est une vraie catégorie de privilégiés qu'il faut dénoncer. Supprimez vos avantages, vous serez légitime pour critiquer les avantages des autres. Commencez par supprimer les avantages des députés. C'est ce que vous faites pas. Supprimez les avantages des députés et après vous parlerez des avantages des gens qui travaillent. Je vois le rapport. Les députés, ils bossent de nuit. Très bien, mais alors vous c'est quand même sacrément gonflé. Merci d'avoir participé à ce messieurs. Allez, dans un instant, non, Jonas Haddad, c'est fini. Dans un instant, à midi sur Sud Radio, nous retrouvons avec bonheur André Berkoff dans tous ses états avec ses invités. À tout de suite. Sud Radio.